Alors, bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y C'est bien parti. a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Il paraît qu'on va se boire en traduction anglaise. So this is a really interesting exercise. Already we're placed in the liminal, subliminal, subterranean, troubling space of translation. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Isabelle Archambault et ça me fait plaisir d'être avec vous pour animer ce panel qui va être bilingue. So, we're going to do a bilingual panel. We have direct translation here on my left. So I'm going to animate this conversation with Patrick Leroux. Donc, Patrick, je te laisse te présenter. OK. Bonjour, je m'appelle Patrick Leroux. J'étais jusqu'à hier secrétaire du Collège des nouveaux chercheurs scientifiques et artistes, ou artistes et scientifiques. I will switch, Russ. I think we have to tell you. Yeah. You're following. Okay. My interest in this topic comes from the fundamental duality that I've experienced my entire life, working both in French and in English, between them as well, and in the past 10 years working with and trying to understand the language of bodies as well, post-linguistic. We started discussing this panel early on, coming out of discussions that pertain to the place of French in academia, especially in scientific publishing, and then expanded, as you'll see, as you'll hear, into a wider discussion of these liminal spaces, these spaces where language actually affects how we think about, how we conduct, how we analyze our research results. Isabelle and I will be co-hosting. I guess I'm wearing an English hat now, mais je peux apporter un français aussi et on va voir qu'est-ce qu'on trouve comme traduction. Donc, donc je vais poursuivre. En fait, ce panel-là, en fait, l'idée nous est venue l'année dernière à l'ACFAS. Nous avons fait un événement sur la recherche en français et on a voulu poursuivre la réflexion pour pouvoir réfléchir au rôle plus général de la langue et de la culture en recherche au Canada. Donc, we wanted to go farther and in order to discuss the role played by language and culture in research in Canada. So we have the opportunity today to have great panelists. Donc, on a 5 panélistes avec nous aujourd'hui. Donc, nous avons avec nous Neila Kelatamae, Nicole Nolette, Audrey Morse, Frank Deere et Peter Dorrington. Donc, je vais demander brièvement à chacun des panélistes de se présenter. Donc, Neila, à vous. Bonjour, je m'appelle Neila Kelatamae. Je suis titulaire de la charte de recherche au Canada sur la race, le genre et la performance, un Dorothy Killam Fellow, la chercheure principale de Black and Free, une artiste multidisciplinaire et professeure agrégée au département des arts communicationnels de l'Université de Waterloo. Black and Free est une démarche artistique et universitaire qui permet d'approfondir, de stimuler et d'exprimer les thèmes de la noircité et de la liberté. Son objectif est en tant que co-directrice, mon objectif en tant que co-directrice de recherche théâtrale au Canada avec Nicole, Theatre Research in Canada, est de privilégier le rayonnement de la recherche des pratiques artistiques des personnes marginalisées, chercheuses et chercheurs, praticiennes et praticiens, étudiantes et étudiants. Je te le passe, Nicole. Merci, Naïla. Je m'appelle Nicole Nolette. Je suis professeure agrégée au département d'études françaises de l'Université de Waterloo et titulaire de la chaire de recherche du Canada en études des minorités. Mes recherches portent sur le théâtre de la francophonie canadienne
et je suis co-directrice de la revue Theatre Research in Canada, recherche théâtrale au Canada, avec Naila. Bonjour, je m'appelle Audrey Morse, je suis professeure de chimie à l'Université McGill. Je suis également co-directrice de la Facility for Electron Microscopy Research qui est située à McGill. Je suis aussi éditrice exécutive pour un journal qui s'appelle ACS Sustainable Chemistry and Engineering. Et la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que dans le cadre de mon travail d'éditrice, je m'interroge beaucoup sur des questions de représentativité, de biais et aussi de langage de recherche. On va essayer de démarrer un pilote où on va faire des éditoriaux bilingues pour une organisation américaine. Je pense que ce serait vraiment chouette qu'on fasse ça. Donc, et ça se passe bien et ça avance. Donc, mes travaux de recherche portent sur le développement durable et les matériaux. On développe notamment des procédés pour valoriser les déchets de crustacés vers des matériaux qui peuvent être bons pour l'environnement. Merci beaucoup. Segon, sewagwego. Arun yodas yunjats. Kanigahagani idanawagwaho. I want to see what it says there. Volkswagen. My name's Frank. I work at the University of Manitoba's Faculty of Education, where I'm the Associate Dean Professor and up till very recently, Canada Research Chair in Indigenous Education. I suppose my professional and personal interests in the topic to be discussed today is specifically Indigenous language issues in academic and even non-academic circles, as I'll try to cover in the few minutes that I'll have. But my chair was one that focused on Indigenous language revitalization through school and community efforts, as well as the very important dimensions of spirituality that go alongside that. So I hope we delve into those topics a little bit today because I think it's apropos. But I'm happy to be here, Nialgo, for the opportunity. Thank you, Peter. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. OK, parfait, merci. Oui, donc moi, c'est Peter Dorrington. Je suis vice-recteur à l'enseignement et à la recherche à l'Université de Saint-Boniface à Winnipeg. Et c'est bon de savoir que l'Université de Saint-Boniface est le plus ancien établissement postsecondaire de l'Ouest canadien et la seule université francophone de l'Ouest canadien. Je me considère comme un développeur de l'éducation et de la recherche en milieu minoritaire. Merci. Bien content d'être avec vous ce matin, à distance, malheureusement. Parfait, merci beaucoup. Donc, en fait, le panel, on va poser aux panélistes 3 questions. So we're going to ask to the panelists 3 questions. The first question will be, why does language matter in research? The second question will be, what are the challenges of doing research in a minority context? Et la troisième question sera, quelles sont les solutions? Donc, pour chacun des blocs de questions, nous avons un panéliste ou une panéliste qui va introduire la réflexion et par la suite, les autres panélistes pourront poursuivre la conversation. And at the end, we'll have a time for exchanges and discussion. I think we'll have someone who's going to have a mic. So if you have any questions, at the end, we'll have time for that. Donc, pour amorcer la conversation, je vais demander à mon collègue Patrick de commencer avec vous. Merci, Isabelle. So I'd like to start with the first question that Isabelle alluded to in this, I was going to say bilingual setting, but those of you who have been following the Wordly, we're in a trilingual setting here at times, and it's disturbing and baffling and sort of exciting to see what comes up through this artificial intelligence. So Frank, we'll invite you to start with the first reflection. Why and how does language matter in research? Why is the more etiological perspective? How is the more operational one?
So you have 5 minutes. Yeah, I'll go. Thank you to very you. much. I got my clock going here. That's a lot to cover in 5 minutes, so I'll try my best and cover what I think might merit some consideration here. In 2008, one of my colleagues, Sean Wilson, maybe you've heard of some of this work, went about trying to capture what's really important and resident in the research process at the community level amongst First Nations, Inuit, and Métis peoples. What emerged was his magnum opus, the book Research is Ceremony, which was an interesting title at the time and maybe a departure from how many sort of consider research processes, especially those that are empirical in nature. I'm a social scientist by trade, I suppose. So engaging with people from communities in ways that are appropriate to their situation, what they expect, what they value is really quite important. It's could be understood, the idea of Indigenous research and some of the things we're going to talk about around language as responsive to a really important issue, and that's the deliberate inclusion, the deliberate honoring, and even celebration, I would say, of, as Marie Baptiste, a fellow of the RSC, once wrote, celebration of the unique manifestations of Indigenous knowledge, heritage, and consciousness. Now, to come to understand what a community, what a people mean with regard to their unique manifestations of Indigenous knowledge and such, does delve into the meaning behind plain words, plain language, and some of the protocols, let's say, some of the celebratory dimensions of sharing that are resident within that exercise. So if you're going to enter into a form of research with Indigenous peoples, it is frequently important to be mindful of the manner through which they understand themselves, their peoples, and the phenomenon that may be of interest to you as a researcher. And sometimes the best way to delve into that is to be exploring the linguistic, let's say, within that exercise. It's really quite important. So it seems to me that there's two branches of this issue that might emerge for us at first blush, the research process and that of dissemination. In my career, I find both to be really quite important to comment on, but I'll focus a bit on I think, process, because that's really quite important. I work with elders and knowledge keepers. The last project of my chair was one through which I had the pleasure of working with people from across the territories, across North America, engaging in the topic of morality as is resident within the educational process, let's say. And what was lovely through that was allowing those who were interested in doing this or sharing in this way was through their language. As a researcher, I don't know everything about everybody, right? And it sometimes can be useful to understand the relationship between my interest in coming to know is quite distant from somebody else's reality of living that thing. So, and that space is one that has to, as Dwayne Donald once wrote, require relational accountability to the process, and also requires the sort of respect, the sort of deference that's necessary in order to gain trust at first, but certainly to develop a good relationship through which some of your work can be accomplished to the benefit of both parties, right? The thing about where we are right now is that we are finding ourselves in a place we are really quite committed to devoting energy in the form of research efforts, in the form of grant money, and institutional commitment to the study of Indigenous languages as well. Now, Indigenous language work is one where you do explore the why, you do explore the how, that we may, I hope, talk a bit about today. One of the things that I think we have to be aware of, and it's conversations I've had this week, which has been great, is the meaning that's resident in language is sometimes cheated by the lexicographical approach
to coming to understand what somebody is trying to communicate to you. So somebody is trying to say, when you're with someone from the community, no matter what age, the manner through which their consciousness has been affected through colonial developments over their lifetime and those of their ancestors has created a situation where the primacy of mostly the English language, but to a lesser extent the French language across the territories, has affected the meaning that they're trying to offer to you, and they only have usually the English language to try to tell you something. And it's there where that relational accountability may be very important, or it is, to put it maybe too simply, a responsibility to interpret in an appropriate way. I don't mind offering, in the short time I have, a few examples of that. I shared this example earlier this week, and I think it's really quite important because I spoke at the event a couple of days ago, and I recited the portion of the Ohanda Galiwadekwa in my language, Kanyaga. And it's an address. It's something you do to open any event. And Ohanda Galiwadekwa, I suppose, is close to something like this. It's words before all else, or words spoken before the main business to be had, right? So it's important to be doing that at the outset of events such as that, right? And you do that enough times and you recite it in a way that looks familiar to other practices that other people have, and you come to the very readily available understanding that I'm praying or reciting a prayer or something, which is really fundamentally not what I'm doing, but I could appreciate how people see that happening. Now that might sound like a trivial sort of observation to make, but when someone is trying to communicate something that's really important to them, that maps on to their communal work, their communal experiences, something that's important to their family, they are left with saying that such a thing is a prayer. They're left with saying that they come from, in Manitoba, Fort Alexander First Nation rather than Saging, which is the actual name. There's stories embedded, I suppose, is one way of putting it, within the language, within the phraseology, within some of the symbols that are stored in language that are, I would say, as important as any reductionist approach to coming to understand whatever phenomenon you come with, which is not to be dismissive of the research process as it's understood by a social scientist or science or whatever. But I think one of the things that's available to us is the opportunity, with the good relationships and the trusts that's available to us with Indigenous peoples, that we come to work well to understand what our communities are telling us. I'll just close with this point. I know I'm at the end of my time here, but the work that I think we're trying to do is, to use a phrase that may be overused, and sometimes I'm critical of it, it's reconciliatory in nature. And what was important to say about that is I keep hearing Senator Sinclair's words on that topic when he was the commissioner of the TRC. He said something like this when asked, well, what's reconciliation mean to you? He says, well, it is the journey to a new relationship between Ungwehunwe, Indigenous peoples, and non-Indigenous peoples, whilst maintaining a sense of our shared and sometimes traumatic histories. So what does that involve? It involves working toward that relationship whilst maintaining or building an understanding of each other. Sort of finding a way to navigate these challenges of meaning within language is really quite important. To avoid it, to not bother with it, is to cheat the phenomenon in question. In this case, knowledge building. But I would submit that there are other disciplinary foci of researchers for which that trivialization of experience might be resonant. I'm a social scientist, so that's sort of my orientation towards all this. But that's just
my quick answer. Yeah. I assure you there's more to say, but I'll go on. I'm sure there is. Thank you, Frank. And thanks for, well, reminding us of the, not just the sort of problematic issues, but the celebratory value of language also in revealing ways of thinking, ways of understanding, and knowledge that tends to be tapped in through that very language. I think it's important to be reminded of that. I'd like to open up for a few minutes to the overall panelists. I'll repeat the question, and you can obviously respond to Frank's initial position, or you can bring in some additional thoughts. Why and how does language matter in research? Who would like to tackle this? Audrey? I was really inspired by your response, Frank. And one of the things that when you mentioned the language as a carrier of meaning, the semantic aspect of word. For me as a scientist, I think I'm the only scientist on the panel. It really resonated with me with the concept of an equation. You know, when I'm a chemist, I write a chemical equation. Somebody who's been educated in Indonesia in chemistry or in Colombia will understand the chemical equation, or if they write a differential equation as well, they will also be able to understand it. So I think that's my equivalent to what you were talking about, this concept of communication. But where I think science sometimes is falling short is that it's reducing everything to that. It's meaning we can write down an equation and that's it. The work is done. But it is not true. The creative work of research is also about having ideas, having concepts, and that is deeply rooted in the culture. It's deeply rooted in the ability to perform research in other languages. So if you go into a lab in I don't know, in Malawi, for instance, and practicing chemistry, people using their own language there is going to be critical for them to be creative, have ideas, exchange, and create new things. And examples of that in my field are very, very, I think, telling, is that we frequently receive papers where people say, we've used nature as an example to build a new material. And where I'm coming from, there's this tree, it has this structure, and it gave me the idea to build this particular construct. And then it has some really interesting properties. Here it is. And these people bring here an element of culture that I think is really essential. So going back to the question of language, I think it would be very hard in science right now to go back from the concept that a lot of the research is produced in English. That's just very difficult to undo that, because English is a mechanism for us to communicate very quickly on the globe. But there are multiple other ways that we could use language, and practicing research is one of them, and publishing as well pieces that are more directed to local communities, another super important aspect, and I come back to this later. So I think this is how I resonate with what you said from the perspective of science. Thank you. And so what I'm hearing is, at the very fundamental design level, language can affect how we go about it. It can affect our analysis, how we code the information from a social sciences perspective. But there remains the issue of dissemination in the sciences in English. If you want to be read and recognized and H-indexed and this and that, you're better off publishing in French. Naila, en français ou en anglais, comme vous voulez. Okay. Well, I guess I would start by saying both English and French to me are colonial languages. So as someone who comes to language as a descendant of the transatlantic slave trade, the languages that I'm using to express my ideas are the very same languages that were used to articulate, justify that I was not human, that I was less than human, right? All of those kinds of histories. So I think of M. Norbesi Phillips, her work Zong, in which she is a lawyer and also an artist.
And so she takes apart this document that was used as in a court case. And the court case was arguing that the company that owned one of the slave ships should receive compensation as an insurance claim for the people who they killed and who had died from in the passage from Africa to North America. And the claim was an insurance claim because they were arguing that the people, the human beings on the ship, were cargo. And so they should be compensated for this lack or destruction of cargo. And so in Zong, M. Norbesi Phillips takes this historical document and she pulls the words apart and spaces them across the page until they are almost no longer recognizable as English. So this pulling apart of the language to see if it can articulate the lives of people that it actually rendered inhuman. Right? And so for me, I think of my short poem called Mother Tongue. And in it, I write, am I meant to treat those from whose womb I came with the same disdain that English has treated me? Enemy tongue. English is my enemy tongue. So if I were to be able to do research in a language that was indigenous to me, I think that my research would be radically different. It's why at times I work and write in Jamaican patois, because it is the closest I have to a kind of nation language and to a language that was created to disrupt, to intervene, to push back against the colonial tongues of English, French, and Spanish, all that were used, and Portuguese that were used to colonize Black people. And many others. And so absolutely, the language of the research matters because the language shapes the imagination. It defines the parameters. It says that there is a mind, body, and spirit, but that is not true in other languages. So I'm forced to think in a particular way and attempt to imagine the world and imagine the world anew in a language or in languages that have failed historically to even imagine me as existing. So that would be my response. Thank you. Yeah, it's a very, very strong imagery, the pulling apart of the language as well, to find ourselves in. Nicole, aurais-tu envie de parler un petit peu de cette question-là ou tu vas y revenir tantôt? Je vais revenir. Tantôt. Okay, so maybe we'll conclude this. Patrick? Peter. Oh, Peter, sorry. C'est très désorientant. Je sais que c'est pas évident à distance. Yeah. Peter, oui, s'il vous plaît. Merci. I think what I've heard raises an important issue, and I thank you, Frank, because I think what you did was to put on the table the fact that research in Canada, we have 4 constitutional minorities: First Nations, Métis, Inuit, and Francophones. And in those contexts, research is never just research. It's never just about how do you say it in English, advancing, avancement des connaissances. It's never just that, right? It's also about reinforcing the constitutional minorities to which we belong. And the very fact that the research can take place in the language or languages of those constitutional minorities is an important act. It's an important political act. And it is a crucial indicator of the vitality of those constitutional minorities. So thank you, Frank. I think, Naila, you were saying the same thing, I think, in a different way, that the language of research, it's more than a technical issue. It's more than an operational issue. It's an issue of community vitality for the minority communities in question. I'm not sure if, Frank, you want to respond to that, but thank you. I think it's important that we are in a different paradigm necessarily as constitutional minorities. The paradigm in which we understand research is different. Thank you. I'll build on that a little bit. Nyago, thank you, Peter, for that. With maybe just an example of how that
may look at, and this will be familiar to some of you, no doubt, but some universities and some areas of public endeavor, let's say, understand where we are in the reconciliatory journey. So it is a responsibility being taken up to be engaging with minority and First Nations, Inuit, Métis communities, specifically for the purposes of among other things, research, right? So it's entering into a relationship that's really quite important. The manner through which you attempt to condition the development of that relationship, that's really quite important. The comments made a moment ago, and Nyagoa, thank you for that lovely bit. I really enjoyed the poetry there. Points to a difference of orientation within language. I really need to build on that because many of the colonial languages are these noun-based approaches to capturing meaning and storing meaning within language, and that's a departure from some of the peoples that I know well. They're very doing languages, and that might seem like a trivial observation, but it's really not, because it delves into the issues of meaning, and it gives us approaches to what such things as ownership versus stewardship looks like. It gives us a view onto how one honors people, not just with some MOU with the community or such, but OCAP is there for a reason, right? Some of the things that we have in place to ensure that we're not just looking at participants as just participants, but they're actually co-creators of the knowledge that I think we all benefit from, and honoring them with through the deliberate approaches to coming to understand their stories, their experiences is really quite important. And again, it will probably won't be the last time I say this, but it's a part of reconciliatory journey. So Nyagoa, thank you, Peter. See, hey, Patrick, yes. We still talking. I just have one more thing. Sure, yeah, we're about to transition into the questions of minorities. So I don't know if you want to keep that or dive in. Well, I just wanted to respond to something Naila said, because I thought it was important. Sounds good. I've always been surprised that as universities and researchers and professors, we have proceeded so blithely down the road for operational reasons of conducting our research in English. We should, more than anybody else, because of the nature of our profession, ask ourselves seriously, what is the impact of that on research? Because it would be naive. We're up against a phenomenon which is much bigger than us, and it's called language, because we think we speak the language, but actually the language speaks through us, right? And depending on the language you're speaking, it's going to orient you in a very strong way in a certain direction. And I've always been surprised that as university people, we don't ask ourselves more frequently the question, what is the impact on the research itself? This decision that kind of goes unquestioned that we're going to do it in English because it's a lingua franca, because we can all sort of understand each other, because it means that we get cited more frequently. So for those sort of secondary reasons, we proceed blithely down that path without asking ourselves serious questions about the impact on the research, amongst other impacts, but also on the research itself and how it orients it in a certain way. Yeah. Sometimes I think, Peter, if I could add to that, the question of address will certainly frame how we, what language we decide to write this particular paper, this particular article or chapter. We do not address the same readership. I work in both languages. I don't say the same thing in both languages. I'm not talking to the same readers and not making the same point. There are multiple conversations happening, and we'll get back to that in a moment. I'd just like to reiterate what Peter and Frank said as a segue
to the next question, and I wrote this down. Research, thank you. Research is never just research. It's also reinforcing the very existence of constitutional minorities, and that's a pretty strong sentence. There's an existential element there that you brought up and that Frank brought up as well, pertaining to the notion of ownership versus stewardship as well. J'invite Isabelle à reprendre sa place au podium et poursuivre donc avec les prochaines questions. Oui, alors merci beaucoup. Puis en fait, je trouve que toutes les interventions étaient fort intéressantes. Puis par rapport à ce que Peter vient de dire, je pense que l'impact pour la recherche, mais aussi l'impact de la langue pour les chercheurs et chercheuses qui conduisent cette recherche-là, parce qu'il y a quand même des défis associés au fait de faire de la recherche dans une langue qui n'est pas la nôtre. Et ça fait que des personnes qui peut-être maîtrisent parfois moins bien certaines langues peuvent avoir, ou maîtrisent moins bien, par exemple, l'anglais, peuvent avoir plus de difficultés à communiquer leur recherche. Et l'impact aussi sur la population générale qui, en quelque sorte, doit pouvoir comprendre ce que font les chercheurs. On l'a vu dans la pandémie, à quel point c'est important que les résultats de la recherche soient communiqués. Donc, je pense que ce sont des réflexions fort intéressantes et ça m'amène au prochain bloc. Donc, le prochain bloc va porter sur les défis. So, the next block's gonna focus on the challenges associated with doing research in a context of minority. Donc, je vais demander à Peter d'introduire cette réflexion. Peter? Merci Isabelle. Vu mon parcours, moi je vais parler là, du contexte minoritaire francophone, mais je pense qu'il y a bien des choses que je vais dire qui seraient extrapolables, si ça se dit, au contexte autochtone, tout en reconnaissant que les défis sont encore beaucoup plus grands côté autochtone. Donc, les défis que l'on doit relever pour développer et faire de la recherche en français en milieu minoritaire comprennent certainement ceux qui identifient utilement le comité permanent de la Chambre des communes pour la science et la recherche, par exemple, dans son rapport récent intitulé « Un nouvel élan à la recherche et la publication scientifique en français au Canada ». Mais ce ne sont pas, à mon avis, les principaux défis en ce qui a trait à la recherche en français en milieu minoritaire qu'on retrouve dans ce rapport. Car on a beau essayer de favoriser la recherche en français en augmentant les financements, en instaurant, par exemple, les lignes directrices pour les 3 conseils subventionnaires ou encore en soutenant l'édition scientifique en français, par exemple, même si tout ça est important, bien sûr. À la fin de la journée, il faut surtout un plus grand nombre de chercheurs qui parlent français et qui, ayant été formés en français, sont aptes et motivés à faire de la recherche en français. Le principal problème est donc bien en amont, il me semble, et non pas en aval. Le principal problème, à mon avis, c'est bien celui du taux d'abandon massif auquel on assiste au sein du continuum éducatif en français en milieu minoritaire. Qu'est-ce d'abord un continuum éducatif en français? Parce que peut-être il y a certains d'entre vous, vous ne connaissez pas ça. C'est un concept et une logique francophone minoritaire reconnue partout dans la francophonie canadienne qui s'opérationnalise dans la mesure où l'on embarque en français un maximum de jeunes dès l'éducation de la jeune enfance pour ensuite amener un maximum de jeunes le plus loin possible en français de la maternelle jusqu'à la 12e année et ensuite jusqu'aux études postsecondaires en français. Mais alors que les inscriptions scolaires dans les écoles francophones et les programmes d'immersion sont globalement à la hausse à travers le pays, il y a un taux d'abandon terrible qui fait en sorte que ce soit seulement une petite minorité de jeunes qui parviennent jusqu'à l'éducation postsecondaire en français. Prenons le Manitoba comme exemple.
Il s'agit d'une province où, quand même, l'éducation en français se porte relativement bien par rapport à bien d'autres provinces. Mais là encore, les élèves de la division scolaire franco-manitobaine et en immersion française représentent environ 18% des effectifs scolaires du Manitoba, un chiffre qui augmente d'année en année. C'est encourageant. Mais de tous les élèves qui commencent à la maternelle en français, division scolaire franco-manitobaine et programme d'immersion confondus, seulement 60% se rendent jusqu'à la 12e année en français. Et pire encore, seulement 8% de ces mêmes cohortes qui commencent à la maternelle en français poursuivent des études postsecondaires en français au Manitoba. C'est pas parce que l'éducation n'est pas bonne, c'est pour d'autres raisons. Il serait intéressant de se pencher là-dessus. Mais voilà, c'est à partir d'un bassin de 8% qu'on puise actuellement pour monter et offrir des programmes de premier cycle. Dans quel autre contexte un taux d'abandon de 92% serait accepté et acceptable? Et rappelons-nous, on puise dans un 8% d'un 16% des effectifs scolaires. Autrement dit, on travaille actuellement avec 1,5% des effectifs scolaires. Comme vous pouvez vous l'imaginer, le pourcentage qui continue jusqu'au doctorat représente une fraction de ce 8%, du 16%. Et ceux qui poursuivent jusqu'au doctorat en français, c'est une fraction de cette fraction. Et lorsque les établissements postsecondaires en milieu minoritaire n'accueillent que 8% des élèves qui commencent en français à la maternelle, ce qui va de pair avec ce taux d'abandon massif, c'est la fragilisation des institutions. Elles sont plus petites que nécessaire et par conséquent moins financées qu'elles ne devraient l'être, ce qui veut dire que le corps professoral est plus petit qu'il ne devrait l'être, et ce qui veut dire également que la capacité institutionnelle pour appuyer la recherche est plus restreinte qu'elle ne devrait l'être, ce qui veut dire que la production de recherche en français est beaucoup plus limitée qu'elle ne devrait l'être. C'est donc là, au niveau du taux d'abandon, à mon avis, que se situe le principal problème en milieu minoritaire en ce qui a trait à la recherche en français. Et c'est là où il faut agir de façon prioritaire. Ce n'est pas du tout de façon défaitiste que je dis tout ça, car les solutions existent. Et assez curieusement au Canada, le plus souvent, on ne parle pas des vraies affaires lorsqu'on se penche sur l'éducation et la recherche en français au milieu minoritaire. C'est d'autant plus étonnant que la perte sur l'investissement, qu'on parle de l'investissement en termes de bonne volonté, en termes de temps, en termes d'efforts, et notamment aussi en termes de financement, la perte est massive. Et il faut commencer par là, il me semble, en regardant les vrais défis de base. Tout ce que je viens de dire, je pense, encore une fois, que c'est extrapolable au contexte autochtone, mais tout en reconnaissant que les défis sont au moins 10 fois plus importants en ordre de grandeur. Merci. Merci beaucoup, Peter. Donc, je retiens de cette introduction quant au défi de la recherche en français que, en fait, au niveau des communautés francophones en contexte minoritaire, il y a des enjeux qui sont très, très grands et dont on ne parle pas suffisamment, certainement, dont le taux d'abandon dont vous venez de nous parler de manière fort éloquente. Merci beaucoup. Donc, je vais demander aux autres panélistes s'ils veulent amener d'autres réflexions sur cette question, donc des défis, que ce soit en contexte minoritaire, par exemple hors Québec, mais aussi peut-être dans certains cas au Québec, ou par rapport aussi aux défis associés à la recherche, pas nécessairement juste par rapport au français, mais peut-être par rapport aux langues autochtones. Donc, j'invite les panélistes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer? Frank, go ahead. Exactly. Thank you. Yeah, I'll go up, Peter. I appreciate that. There's some similarities going on with First Nations and Métis languages, of course. There was that Heritage Canada report of a few years ago that identified that there was only 3 Indigenous languages that were going to be viable, is the word they use, over the next few generations. That's Cree, Anishinaabe, Moan, and Nuktitut. Now, there's other languages that were not elevated to viable in that report that I think
stand a chance a little bit. But there's some interesting developments over the last 20 years, let's say, where people are trying to work with the languages and local languages, in inverted commas, you'll see what I mean in a moment, in which the complexity of the how you say the different dialects of a particular language sometimes don't map onto one another when it comes time to devote resources to support those languages. My research takes me to the north, and one of the recurring concerns that I've heard in some parts of the north is that there's a normalization going on with a particular dialect of the Cree language at the expense of some of the others. So what that looks like when the rubber meets the road to devote time and resources for this sort of thing is for instance the one dialect getting reflected in resources, getting reflected in the research endeavor. And when a researcher goes to a particular community and presumes or assumes maybe that the way they're speaking or reflecting in the language, all the effort made to do that, and they're operating in the wrong dialect, that might seem like a trivial issue, but you got to take that from the other side, and the people with whom you're working. It's this challenge of the different stages at which Indigenous languages across the territories are robust. You've heard of the Métis languages, the various Michif languages, and some of the different states that they're in. And of course, Métis French is a different stage of development than the Cree versions of the language too. So, and navigating that is a challenge, but it's it's not a challenge to be avoided. These things that Peter's referring to are maybe more a reflection on what government and researchers need to be doing. It's my way of saying there's a responsibility on our part. It's our problem as researchers and members of a university community and the RSC to work well with these communities and do well by these developments. Yeah. Thank you very much, Frank. I think this idea of the allocation of resources is very important and has impact for the Indigenous community, but also for the Francophone community. Donc, merci beaucoup. Nicole, je crois que tu voulais intervenir sur ça. Oui, merci Isabelle et merci beaucoup Frank aussi. Je ferai suite à ce qu'a dit Peter sur le contexte minoritaire francophone parce que j'ai moi-même suivi un parcours en français en milieu minoritaire avant de devenir professeur ici à l'Université de Waterloo et chaire de recherche sur les minorités francophones au Canada. Je dirais qu'au sein des institutions anglophones, c'est souvent difficile de faire reconnaître la valeur des contributions à la recherche qui sont publiées en français. Il y a tout un travail là auprès de nos institutions. Il y a un travail où il y a la question d'essayer de rejoindre les collectivités dont on parle qui communiquent dans une langue qui est minorisée et le désir de s'adresser, comme le disait Patrick, je pense, aux collectivités pour qui on fait de la recherche, qui est une question linguistique, qui est un défi pour les chercheurs qui travaillent en contexte minoritaire. Il y a l'idée aussi de rejoindre les chercheurs qui travaillent sur les mêmes contextes et dans le contexte de la francophonie canadienne, il faut le dire, les chercheurs communiquent en français et donc l'idée de publier en français, c'est aussi pour communiquer avec les chercheurs qui travaillent dans le même domaine. Et donc ça explique un peu pourquoi on voudrait publier en français, mais je pense que j'ajouterais qu'il y a un défi là aussi pour les chercheurs qui sont issus des contextes minoritaires qui essaient de publier leurs recherches en français. Et c'est qu'il y a un français de la recherche et que publier en français, c'est un processus qui implique beaucoup de révision linguistique,
qui finit par fragiliser aussi les chercheurs qui viennent de contextes minoritaires. Et donc, ce français de la recherche est aussi un défi, je crois, pour les chercheurs qui cherchent à publier en français en contexte minoritaire. Merci beaucoup, Nicole. Je pense que ce dernier point-là est particulièrement intéressant par rapport au fait que pour les chercheurs en contexte minoritaire, le fait de publier en français amène des défis, mais je pense même que pour les francophones, par exemple, qui publient en anglais de manière plus générale, tout le défi de traduction, de révision des travaux est également un élément qu'on pourrait amener à la réflexion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une dernière petite brève intervention sur cette question des défis de la recherche en contexte minoritaire? Si je pouvais juste intervenir sur le sujet du point de vue de la recherche plus scientifique, peut-être, en fait, je pense que la façon, je voudrais ouvrir un peu cette notion de défi sur quelque chose un peu différent. Et évidemment, la question de l'impact, notre capacité à être rejoint par beaucoup de lecteurs, et ce qui motive beaucoup de gens à publier en anglais. Mais dans la publication en anglais et dans la normalisation de la pratique de la recherche en anglais, on a aussi une normalisation culturelle du type de recherche que l'on fait. Ça a été dit par, évidemment, un peu tout le monde ici, je pense. Et en fait, dans mon domaine, dans le développement durable, l'enjeu de ce point de vue-là, c'est que pour rendre nos pratiques économiques plus durables, on doit vraiment repenser la façon dont on pense les écosystèmes, la planète, notre rapport à la nature, notre rapport aux ressources naturelles, notre rapport aux déchets. Et quand on réfléchit avec une langue de... Je ne sais pas comment on dit settlers en français, en fait, mais quand on réfléchit avec la langue de la personne... Pardon? Les colons, c'est ça. Quand on réfléchit avec la langue du colon, de celui qui a réduit d'autres peuples à l'esclavage, de celui qui est venu et a envahi des peuples, on n'a pas une approche durable des choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la langue qui véhiculent ça aussi, dans la culture qui véhicule ça aussi. Et on aurait tellement à apprendre de pouvoir déconstruire ça et pratiquer une recherche qui est plus culturellement respectueuse. Et je pense qu'en fait, là, c'est une opportunité pour nous de trouver de nouvelles idées, de pouvoir trouver des nouvelles idées en sciences, pas seulement dans les sciences humaines, mais en sciences aussi. Je pense qu'on est trop formaté dans notre façon de penser. Merci beaucoup, Audrey. Oui, Peter. Je peux juste intervenir rapidement. J'aimerais réagir à quelque chose que Nicole a dit. Parce que je pense allez-y. Oui. Il me semble, pour favoriser la publication ou la recherche dans d'autres langues, et moi, parlons des langues ici au Canada, donc les langues des minorités constitutionnelles. C'est le paradigme dans lequel on comprend cette activité-là. Et le défi, c'est qu'on applique, encore une fois, nous comme universitaires, ça me surprend, hein, comme mine de rien, sans trop y réfléchir, on applique une grille super majoritaire à la recherche pour décider qu'est-ce qui constitue un succès, qui est productif, qui a de l'impact. Et donc, ça passe par de nombreuses citations et ainsi de suite. Et alors que ce qui vaut pour l'éducation en milieu minoritaire, je dirais probablement côté autochtone aussi, mais surtout en milieu minoritaire francophone, ce qui constitue un succès en éducation, ce qui constitue un succès en matière de recherche, souvent ça ne ressemble pas du tout à ce qui constitue un succès dans d'autres contextes. Et tant et aussi longtemps qu'on applique des critères d'évaluation majoritaires à des langues minoritaires, ça ne marchera jamais, parce que selon ces critères-là, ce ne sera jamais un succès. Et les chercheurs comprennent qu'on est évalué selon des critères majoritaires et il vaut mieux publier en anglais, parce que selon ces critères-là, ce sera un succès. Et on va avancer dans la profession. Et ça vient pervertir ce qu'on essaie de faire. Donc, c'est une question de critères d'évaluation majoritaires qu'on applique à d'autres langues qui ne sont pas majoritaires. Et
Ça explique beaucoup de choses, il me semble. Merci beaucoup pour cette intervention-là. Je pense qu'effectivement, cette idée de réfléchir aux critères et qu'est-ce que l'excellence en recherche. So, what is excellence in research is a very important question. And how do we rate what is excellence in research is also very important. So, to end this conversation, I think it's so important to discuss about the solutions. So what are the solutions to the challenges that we just discussed? So I'm going to ask now, je vais donc maintenant demander à Neila et à Nicole de nous introduire cette réflexion sur mais quelles sont les solutions pour faire face à tous ces enjeux et pour mieux prendre en compte les langues et la culture en recherche. Merci. Bon, nous allons répondre en tant que notre capacité comme co-directrice de la revue Recherche théâtrale au Canada, Theatre Research in Canada. C'est la seule revue canadienne arbitrée qui se consacre explicitement au théâtre canadien et québécois dans les 2 langues officielles. Ainsi, la revue constitue un espace incontournable pour la diffusion de la recherche scientifique en reconnaissant la diversité des approches critiques relatives à l'étude théâtrale en tant que pratique artistique pluridisciplinaire dans le contexte des cultures au Canada et au Québec. RTAC maintient son engagement à soutenir la recherche relative au théâtre et aux cultures de performance autochtones, sachant que les réparations systémiques nécessaires sont à la fois distinctes et imbriquées dans les expériences d'autres groupes sociaux historiquement défavorisés. C'est une revue très importante pour la recherche sur le théâtre francophone au Canada et en particulier celui qui s'est créé à l'extérieur du Québec. Oui, alors c'est important de dire, je crois que c'est une discipline où c'est possible d'écrire, de publier des recherches en français et que c'est une revue qui le permet aussi. Naila et moi, nos mandats comme co-directrice de la revue étaient de juillet 2021 à juin 2024. Quelques statistiques, depuis le début de notre mandat, on a reçu 19 articles, on a publié 19 articles depuis 2021. Et sur ces 19 articles, 5 étaient en français et un de ces 5 articles en français était une traduction de l'anglais vers le français. On va parler un peu de la collaboration qu'on a mise en place. Naila and I, we started because Naila suggested to then editor Kim Solga that we should adopt a co-editorship model. And this was because of Kim Solga's interest and commitment to the inclusion of a diverse range of scholars. We thought, Naila thought that, and I agree, that co-editorship is necessary because of high demand on minoritized and racialized scholars, because of these demands that are coming from students, that are coming from peer review requests, from department and university service obligations, and especially now in this moment of EDI and also disappearing tenured positions. Comme co-directrice de la revue, nous avons cherché dans les années de notre mandat à établir un modèle de collaboration qui pouvait nous permettre de nous investir dans un projet important pour nous tous en distribuant équitablement le travail qu'une telle fonction peut exiger. Nous avons l'occasion de travailler avec une équipe éditoriale remarquable, notamment Selina Couture comme responsable de l'engagement communautaire, Priya Thomas comme responsable des comptes rendus et Kira Mayo et Isu Chang comme adjointe à l'édition. We've been juggling renewed calls for equity with long-standing previous commitment to bilingualism that has only partially been realized at the journal. It's been realized through ad hoc junior editor positions that are unpaid and there's been no formal bilingual process until now. Depuis 2021, avec Naila, le travail quotidien en collaboration se fait surtout en français.
Alors que le travail sur les textes se fait surtout en anglais. Il y a une dynamique bilingue ici. On écrit les introductions de chaque numéro en français et en anglais et on demande à une traductrice professionnelle de départir les deux langues pour faire 2 introductions dans la revue. La communication avec les auteurs se fait surtout en anglais et la revue fait partie des revues de University of Toronto Press Journals donc les communications avec eux se font surtout en anglais. Les appels à contribution, par contre, sont diffusés en français et en anglais. Et je parlais un peu de la traduction. La traduction, ça demande des ressources humaines et financières pour toute communication formelle et informelle. Donc, il nous faut la traduction professionnelle humaine, pas DeepL et Google Translate. Et il nous faut ça pour tout, non seulement la publication officielle, mais aussi les courriels, les modèles de courriels dans ScholarOne, ça c'est le système qu'on utilise, etc. Et il nous faut aussi une directrice ou une directrice francophone en français qui peut travailler seulement sur les soumissions françaises. Sans ces ressources et sans vraiment le press, UTPJ, University of Toronto Press, qui nous offre ces ressources, le travail difficile d'être bilingue avec les communications et dans les publications des numéros tombe sur une personne qui est, dans notre cas, Nicole. Et elle reçoit ni un titre officiel, ni de l'argent pour faire ça. C'est tout sur une base bénévole. D'autres questions se posent également. Est-ce que le lectorat pense à AirTag comme étant bilingue? Est-ce que les chercheurs en études du théâtre et de la performance pensent à AirTag pour publier leurs recherches en français? Nous avons moins de réponses à ces questions, mais pensons aux manières de solliciter des auteurs et des lecteurs de langue française, de sensibiliser le milieu de la recherche au travail que nous effectuons au sein de la revue dans le but de favoriser le plurilingualisme dans la mobilisation des connaissances. Et aussi, il faut que je dise, je suis très reconnaissante à Nicole pour sa patience avec mon français. Très reconnaissante à Naila pour sa patience avec toutes mes langues. Non, mais non. Alors, l'avenir, solution. Alors, parce qu'on est les premières à mobiliser ce concept de la co-direction dans notre revue, on cherche à créer un guide pour les prochaines personnes qui vont entrer en poste. Et on espère vraiment que ça va continuer à être un modèle de co-direction de la revue. On espère aussi faire beaucoup de sensibilisation auprès des institutions francophones, auprès des chercheurs qui s'intéressent à publier leurs recherches en français, notamment les doctorantes de langue française, pour faciliter la mobilisation des connaissances dans la revue. Aussi, il y a du travail à faire sur les modèles générés par ScholarOne. Ça, c'est la plateforme de communication avec les auteurs, autrices. Il y a des révisions linguistiques de tous les messages automatisés qui sont envoyés par la plateforme qui doit être fait. Pour ce qui est de la publication de la recherche en français, particulièrement sur le théâtre qui est créé par les minorités de langue française au Canada, un de nos prochains dossiers thématiques va porter sur le théâtre francophone de l'Ouest et du Nord canadien. C'est un numéro particulièrement enthousiasmant et qui devrait paraître au printemps 2025. En conclusion, nous espérons que vous allez considérer AirTag pour publier vos propres recherches et que vous allez encourager d'autres personnes à en faire autant. Nous acceptons les articles de 6 000 à 8 000 mots qui se font sur un ensemble d'approches théoriques, critiques et de recherche-création appliquées à l'étude du théâtre et de la performance. On peut penser de la danse, etc., le média. Oui, voilà. Alors, vos soumissions seront évaluées par 2 universitaires au fait du contenu et de la méthodologie de chaque article.
Et si vous ne voulez pas vous faire évaluer, on a aussi une toute petite section qui s'appelle Forum où il y a des prises de position. Hier, il y avait la publicité pour la revue de la société. Aujourd'hui, c'est la publicité pour TrickerTac. Alors, la section Forum, 3 000 à 5 000 mots, des textes d'opinion, d'informations sur des projets nouveaux ou passés et des entretiens critiques. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. It was very interesting to hear both of you on a model that should be expanded to other discipline, maybe. This idea of co-directing a journal is very interesting, and I'm sure it brings a lot of new perspective. And I think maybe we should think there's already other journals that are bilingual like this, but maybe we should expand that kind of models to many other disciplines. So thank you very much. It was merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Donc, I'm going to open now the conversation to the other panelists. Anyone want to add other thoughts regarding the solutions that should be brought regarding the challenges of doing research in the minority context? So anyone wants to add something? Frank? Yeah, I'll go. Thank you. Talk about solutions in a couple of minutes. Okay. I'll be summary. And maybe it's I'm struggling with how proximate or distal I need to be about it, because you cover one possible solution and it maps onto other things, right? But I'm going to hover over this meaning issue because I think it's really important. And I've been talking a lot this week with people, and I've been using examples like the one I'm about to advance to you that sort of make this sort of somewhat robust. It's this meaning issue that's stored in language that is easily missed. And I'm going to end with something I tend to regard as linguistic supremacy that's operating in research forums, let's say. What's today? Today's Friday, right? Yeah. Saturday. Okay. Let's pretend it's Friday because I like this word better. In my language, the word for Friday is it's a long word, right? So if someone asks me what's today and it's Friday, I would say and you do that enough times, and that's one example. There's countless ones. You come to this idea that one means the other when one doesn't mean the other, right? And when people at the community level are emphasizing the importance of rescuing, let's say, or trying to make more robust their own respective languages, it's because they have come to understand, and the older I get, I understand this more deeply, the meaning that's resident in that language. Now, I come from Kahnawake, the Catholic representation there is really quite strong. So the word for Friday, can be translated loosely as Day of the Crucifixion. We're awash with these points, and that's what's important to people, right? And I'm focusing on my own, but there's others. There's a lot of folk in our universities who are doing some work in the humanities and social sciences, covering such things as activist approaches to social change, right? And they are trying to capture these stories. And when you're working with Indigenous peoples, I find this is one of the areas where meaning is lost when you're trying to work with Indigenous peoples who are working within the Indigenous language, right? If you've watched a protest over the last 20 years, or probably even longer, that for which Indigenous peoples are a part of that, and Indigenous issues are the topic of conversation, you would have seen the famous flag with the red background with the yellow star and the native head facing in a certain direction. That was painted originally by Louis Hall, who lived just down the street from my house where I grew up. And the word for warrior, as we'd understand it, which I was part of the Oka crisis a little bit. I was really young, but it was a fun time, watching tanks and such go down. It's only when I got older I got more concerned. You'd use the word radiskaragete to refer to warrior. You do that enough times, and it's always this situation where the inquiry is something like this: I'm English,
or I speak English or French to a lesser extent. What does your word for my English understanding? And you do that enough times and it's like, oh, this gonna get that means warrior, which it doesn't actually mean that at all. And I'm still really happy that there's some number of people at the community level who still understand the proper meanings of that. I won't get into the story, but there is a story behind what that word means associated with the journey of the peacemaker. It's this linguistic supremacy that I think is resident in some of the approaches to coming to understand someone else's language that is troubling at times. Again, there's my place, my position as one who wants to come to know, and somebody else's existence being that associated with that phenomenon somehow. And the approach that I have to come to know is something that requires a sort of different sort of responsibility. So I'd point to that. It might seem too kind of a high level of analysis, but it's really quite important. If I may cover a couple of more things, because I know I'm taking a bit of time here. Understanding the importance of home associated with language is something really quite important. So whatever governments can do to be helping ensure that people are afforded the opportunity to engage in their language is really quite important. So we hear a lot about what some places are doing to protect their languages, but that's what they're doing. They're trying to protect their languages. That's what Quebec is doing. That's what my community did. And a part of that is community support and towards that sustainability. So we do have, if we accept this responsibility, to support that sustainability by supporting those community-based exercises, because any linguist will tell you that you need to have a reason to speak your language. It needs to be resident outside of the schools. It needs to be resident outside of this paper that you wrote or whatever. It has to be alive, let's say, in the community. That's really quite important. There's a lot to say. The commitments to facing the challenges associated with dissemination are really quite important. Peer-reviewed journals and need to take this on board. I know of a few who have entered those conversations. I don't know a single empirical study that's been reflected in a peer-reviewed journal that is in anything but French or English. I should word that differently. That was in a First Nations, Métis, or Inuit language. Maybe I'm wrong on that, but certainly I've not come across it. I've tried to look. So facing those challenges, and also the approaches even media have for reflecting on people's research in their own languages. The Conversation is an example of those platforms for which that work can happen. Sorry, you're asking for solutions. There's many. Yeah, I'll go. Yeah, I know. I understand that it's a big question. Well, I think, Audrey, you want to say something or? Je vais essayer d'être très rapide. Je crois que beaucoup de ce qu'on a dit précédemment est vraiment basé sur ce concept de l'impact. On veut avoir de l'impact. Les enfants qui abandonnent l'immersion dans le contexte minoritaire, ils vont dire l'anglais m'est plus utile que le français, donc pourquoi je perds mon temps avec le français? C'est vraiment cette idée d'impact qui est importante. Et moi, je pense que ici, à la Société royale, tous ensemble, on définit ce que c'est l'excellence. On évalue, on est dans des comités, on évalue constamment des gens, on évalue des gens pour la permanence, on évalue des gens pour nous joindre, on évalue des gens dans toutes sortes d'affaires, on évalue des travaux de recherche. Qu'est-ce qu'on fait chacun individuellement pour ouvrir nos perspectives et vraiment ouvrir notre concept de l'impact pour pouvoir vraiment analyser ce que les gens font et qu'est-ce qu'ils font pour changer les choses autour d'eux, qu'est-ce qu'ils font pour produire une recherche qui va vraiment amener de la valeur. Les indices d'impact, la quantité de citations, la quantité de papier, ça ne devrait pas être le critère principal. Et on voit que
on voit que de plus en plus, ces gens s'interrogent sur ces sujets. Je veux dire, il y a le concept de DORA, qui est de San Francisco Research Excellence Effort Agreement, qui maintenant est adopté en Europe de façon très universelle. Moi, j'étais à l'ETH Zurich il y a 2 mois pour évaluer un centre, et l'ETH Zurich venait d'adopter le DORA. Et les chercheurs du centre, qui eux sont très très bien armés pour cocher toutes les cases de la façon dont l'impact est effectué en ce moment, par encore une fois cette suprématie. Je pense que tu as utilisé un mot tout à fait juste, Frank, pour caractériser ça. Commencer à se dire, mais comment on va faire pour continuer d'être les meilleurs, mais avec Dora? Donc, et donc, je pense qu'il y a des mouvements très positifs qui ont lieu. Et je crois que ce qu'il faut qu'on essaye de faire, c'est tous réfléchir à ça et se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait? What can we do, each and every one of us, to change the paradigm and start to broaden our perspective, start to consider impact in a new way, in a way that will be respectful of differences, perspectives, cultures, so that we could include people. I think just the language of publication is sometimes a little bit of a looming and too big a problem to tackle. I think it's one angle, but it's not the only angle. And I think if we start to recognize impact through different lenses, I think we will encourage people to start to express themselves in a new way. And I think the question of language of publication will be an easier problem to tackle. Mm-hmm. Thank you very much, Audrey. I think Peter wants to say something. Merci, Peter. je pense que je ne veux pas empiéter sur la période des questions. Il nous reste 2 minutes maximum. Pour faire de la recherche en français, il faut des chercheurs capables de faire ça en français. Puis pour ça, il faut former un plus grand nombre de personnes en français. Puis c'est pas en croisant les doigts, en espérant ou grâce à la magie qu'on va faire ça. Donc, il s'agit de commencer au niveau du continuum éducatif. Et ce qui manque au Canada, dans chaque province, parce que je ne l'ai jamais vu nulle part, c'est un plan global pour le développement du continuum éducatif en français. Éducation de la jeune enfance, MA12, postsecondaire en français. Bien sûr, comme tout ce qu'on fait en milieu minoritaire francophone, ça doit venir des francophones. Et ensuite, on va aller chercher les gouvernements. Donc, de travailler comme acteur du continuum pour amener un maximum de jeunes le plus loin possible, c'est-à-dire jusqu'au postsecondaire en français. Et ensuite, aller chercher les 2 paliers de gouvernement. L'angle qu'on utilise chez nous, puis ça avance de façon intéressante au Manitoba, c'est que vous perdez beaucoup plus annuellement par rapport à votre investissement dans l'éducation en français que vous n'investissez chaque année. La perte financière est massive et personne se pose des questions par rapport à ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils abandonnent les jeunes? Alors, en partie, il y a plusieurs raisons, mais en partie, c'est parce que, Audrey, tu l'as dit, toute la société dit, soyons sérieux, la vraie vie professionnelle, c'est en anglais. Hein, c'est cute, là, votre français, là, mais c'est en anglais. Et donc, ce n'est pas un hasard. À quel moment est-ce qu'on abandonne après l'école élémentaire ou présecondaire au moment d'entreprendre ses études secondaires? Pourquoi? Parce que je veux que mon enfant réussisse au niveau postsecondaire. Ou si on n'abandonne pas après le présecondaire, c'est après l'école secondaire. Voyons donc, on va mettre les chances de mon côté, je vais faire ça en anglais. Alors que, en fait, économiquement, les bilingues réussissent mieux que les unilingues canadiens. Mais bon, mais vous voyez, juste une dernière chose, Isabelle, c'est que nous, comme universitaires et comme université, on participe et on renforce ce message que c'est pas sérieux faire ça en français. Pourquoi vous continuez en français? Parce que la vraie vie, c'est en anglais. Et on confirme ça par notre décision irréfléchie d'adopter l'anglais comme la langue, la lingua franca de la recherche. On envoie exactement le même message que le reste de la société. Et ça vient tuer le continuum éducatif en français. Ça vient amplifier un message qui reçoit d'autres sources, mais on reçoit ce message constamment. Ce n'est pas étonnant donc que les enfants abandonnent. Bien sûr qu'ils abandonnent, et on participe à ça. Et est-ce qu'on est fier de ça?
Et je vois que le titre de cette rencontre, ça inclut le mot engagement. On parle de la recherche, mais c'est aussi, ça devrait être un acte d'engagement, il me semble. Faudrait se poser la question, si on fait tout ça en anglais sans se poser de questions, est-ce qu'on fait preuve d'engagement? Je me pose la question. Merci. Merci beaucoup, Peter. Donc, je retiens de cette conversation qu'il y a encore beaucoup de défis pour contribuer, pour essayer de rehausser la voix des personnes en contexte minoritaire, entre autres, mais aussi pour essayer de faire en sorte que la recherche au Canada soit plus inclusive et notamment, ça passe par le bilinguisme, mais peut-être aussi par le multilinguisme qui permettrait de tenir compte des langues autochtones et même d'autres langues qui sont parlées par de nombreux Canadiens et Canadiennes. Et donc, je retiens ça. Mais là, je pense que it's now time for questions. So we want to open the conversation and Patrick's going to animate this part. So if you have any questions, feel free to ask them in the language that you're most comfortable in. Because I don't know how efficient it was for the translation, but like feel free to address your questions in the language you prefer. On traduira nous-mêmes au besoin. Merci Isabelle, merci à tous. Donc, dans les 3-4 minutes qui nous restent, on va prendre peut-être 2 questions. Oui. Merci beaucoup. Merci. Excellente initiative. Je me demande si, en fait, plus que jamais, la bataille linguistique est une bataille politique. Et je me demande d'ailleurs si, pour la survie du français, les universités ne participent pas à la mort de la langue, d'autant plus que, en fait, le leadership de la plupart des universités, ils sont, dans la plupart des cas, monolingues anglophones. Il n'y a aucun incitatif, A pour la langue, B pour les humanités. Donc, je me demande si le fait que les universités soient, dans la plus large majorité, dirigées par des personnes qui ont pas grande sensibilité pour la langue, ne participent pas de cela. Ça, c'est d'un des deux. Allez là et oh mon Dieu. Nicole Nolette. Au niveau de la revue, je me demande si la revue est consacrée aux études théâtrales canadiennes ou aux études théâtrales. Parce que je pense qu'en ouvrant un tout petit peu, on pourrait aller chercher des études sur des théâtres ailleurs. Et ça, cela permettrait également la survie, n'est-ce pas, de la langue. Merci beaucoup. Vous voulez en parler un tout petit peu? Le mandat est canadien. Et ça vient, la revue vient de l'Association Canadian Association for Theatre Research. Donc, c'est la revue qui est liée à cette association-là. Puis c'est vraiment, le focus est au Canada. C'est sûr qu'il y a des revues sur le théâtre et la performance internationale qui ont des mandats pour d'autres régions. Mais c'est ça c'est vraiment une des questions qu'on se pose tout le temps. Et qu'est-ce que ça veut dire de vraiment changer le mandat d'une revue, en particulier parce que notre discipline est déjà petite. Donc, ça, c'est les défis là. Mais je pense certainement que oui, si c'était plus ouvert, ça encouragerait la participation. Yeah. Et peut-être pour ajouter, l'annuaire théâtral qui a fait le virage plus international, Oui. qui est devenu percé aussi. C'est ça, on hérite d'associations et de revues qui ont été fondées pendant une période qui était très nationaliste pour le Canada et où le français et l'anglais faisaient partie de ce nationalisme canadien. Et je pense qu'on essaie de mettre en place d'autres modèles aussi où le français aurait quand même une place, mais qui serait peut-être moins lié explicitement au nationalisme canadien et qui laisserait de la place pour certaines langues autochtones, comme on a publié des morceaux en midship récemment aussi. Alors, on essaie de diversifier le plurilinguisme de la revue et je pense qu'on essaie de diversifier la spécificité canadienne de la revue aussi. Merci. Russ, can we go beyond a tiny bit? Yeah, maybe one more question? Okay. Guy, oui?
Merci beaucoup à tout ce panel. Merci aussi à la Société royale d'avoir pensé d'intégrer ce panel également, cette table ronde au programme. C'est vraiment fantastique. Vous avez touché des points très importants. J'ai bien aimé aussi la façon dont vous avez vu à la fois peut-être l'avenir sombre des langues minoritaires, mais également la fracture culturelle, je dirais, qu'on peut retrouver à l'intérieur de certaines langues. Bon, c'est un domaine que je connais bien. Nicole, tu as parlé un peu de la langue de la recherche qui est différente de la langue minoritaire. Et je crois que ce sont des points très, très importants. Vous avez effleuré la question, vous avez parlé à la fin de lingua franca, donc un peu ce qu'était le latin pour l'Europe. Je suis un spécialiste de la Renaissance, alors je retourne un peu en arrière. On a une pression énorme depuis au moins un demi-millénaire pour une globalisation. Comment situez-vous vos efforts? Comment situez-vous les efforts des minorités culturelles, des minorités, je dirais, identitaires, linguistiques, dans cette poussée énorme de la globalisation? Ça n'affecte pas que nous, ça affecte l'Europe, où on parle anglais, même si la Grande-Bretagne ne fait plus partie de la communauté européenne. Ça affecte tous les pays du monde. Alors, qu'est-ce que vous faites de ça? Est-ce que c'est simplement une prise de conscience qu'on doit avoir en tant que Canadien par rapport à nos langues minoritaires, nos langues qui vont peut-être, dans le cas des langues autochtones, comme vous l'avez démontré, certaines vont mourir dans les prochaines années, par rapport aux dialectes, également aux variétés, qu'on dit plutôt du français maintenant. Merci. Une question vaste et ambitieuse, mais je sens que Audrey Ouais, a envie d'y répondre. Je voulais essayer de me jeter à l'eau sur cette question, puis la mettre en relation avec la question d'Alexis sur la question des présidences d'universités unilingues. Moi, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai suivi une éducation tout à fait classique, j'ai fait du grec, du latin. Moi, dans ma culture de grandir dans les années 80 en Europe, c'était inenvisageable de ne pas apprendre de multiples langues. Si on voulait avoir une bonne position dans la vie, si on voulait être quelqu'un qui soit un cadre dans une entreprise, qui puisse aller travailler à Bruxelles pour l'Union européenne, qui puisse avoir n'importe quelle position de col blanc, fallait parler l'anglais, mais aussi l'allemand, mais aussi l'espagnol, mais aussi tu ne peux pas avoir un job à Bruxelles si tu ne parles pas 3 ou 4 langues, ce n'est pas possible. Et ça, c'est intégré dans la culture. Et quand on choisit d'éduquer nos enfants en Europe, il faut qu'ils apprennent plein de langues. C'est évident et les gens qui ont du pouvoir enseignent ça à leurs enfants et leurs enfants grandissent avec ça. Et donc, les gens qui ont moins de pouvoir, qui aspirent à plus de pouvoir, vont vouloir faire ça. Au Canada, on dit, comme l'a très bien dit Peter, ça sert à quoi le français? Ça sert à quoi le cri? Ça sert à quoi? Je ne comprends pas. Alors, je suis d'accord que les mouvements dont tu parles, ils ont lieu aussi. Si tu parles de la Renaissance, tu sais très bien qu'à la Renaissance, les nobles apprenaient le latin et ils apprenaient aussi les langues vernaculaires de différents pays pour pouvoir faire de la diplomatie, parler dans leur langue à d'autres gens. Pourquoi aujourd'hui, le fait qu'il y ait une lingua franca veuille dire qu'on arrête d'apprendre nos langues, qu'on arrête d'entretenir nos... Je comprends pas. J'ai pris le micro pour te dire, je n'arrive pas à répondre à ta question. Mais je me pose exactement la même. Ça n'a pas de sens culturellement pour moi de se dire on est au Canada, on a la chance d'avoir la richesse qu'on a, d'avoir le français, l'anglais et de multiples langues autochtones. Comment ça se fait qu'on ne voit pas cette richesse-là? Ça n'a pas de sens. Et cette incompréhension est en quelque sorte une réponse. Il y a un appel. It's an entreaty to us all as well. Si vous permettez, je vais peut-être conclure, parce qu'on dépasse un tout petit peu. Ce que je retiens de cet échange, c'est qu'au-delà de la diffusion
au-delà de la langue, de la diffusion, la question de la langue en recherche au niveau de la conception, de l'analyse et éventuellement de la diffusion est à la fois une responsabilité, et je suis vraiment content d'entendre ça, une responsabilité individuelle, sociale et communautaire. C'est un rappel à l'ordre aussi dans certains cas. Et oui, Nicole, je vous envoie un article. J'ai jamais publié dans cette revue. C'est comme la seule revue que j'ai jamais publiée en théâtre. Désolé. Donc, il y a ce rappel-là qui nous emmène essentiellement à un engagement envers non seulement notre propre démarche, notre propre recherche, mais envers celle que mènent aussi les collègues. There's another aspect that struck me listening to the commentary is how intimate language is in this context. We're touching on something deeply resonant. And we heard it, through the poem, through the desire to work with the Jamaican patois, through the desire Frank expressed to publish in his own language, something that has very rarely happened in academic circumstances. This intimacy drives our research objects and our research passion as well. Je vous remercie de votre présence. On pourra continuer informellement à discuter. Et merci aux panélistes et à Isabelle d'avoir accepté de vous livrer comment dire, je suis comme pris entre les langues. Oh, wow! À l'exercice. À l'exercice, merci. J'allais dire à fleur de peau. Merci.